Le 22 mars 2024 restera une date gravée à jamais dans la tête des Russes. En effet, la Russie a subi l'un des pires attentats terroristes depuis le début des années 2000 sur son sol, en ayant subi une perte de plus de 133 personnes qui assistaient à un concert en banlieue de Moscou. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa. Bienvenue sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances, de géopolitique vue sur un prisme africain. On vous remercie de nous suivre de plus en plus sur tous nos réseaux X, Facebook et YouTube. Merci pour votre collaboration, merci pour votre soutien indéfectible. En effet, la Russie a subi l'un des pires attentats depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine au début des années 2000 sur son sol. À Moscou, plus de 133 personnes ont perdu la vie suite à des tirs dans une salle de concert, le Crocus City Hall, en banlieue de Moscou. Toutes les thèses alimentent, toutes les thèses convergent vers la théorie islamiste. 4 individus ont fait irruption au sein de cette salle, ont ouvert le feu sur les gens qui participaient à ce concert et ont détruit la toiture, ce qui a accéléré un incendie dans toute la zone du Crocus City Hall. Il serait donc intéressant de savoir comment tout cela peut se dérouler. Comment est-ce que la Russie, qui est en pleine opération spéciale, mais dorénavant en guerre, selon ce que Dmitri Peskov a dit, a pu laisser une telle infamie se dérouler sur le territoire russe? Mais avant de commencer, nous souhaiterons adresser nos condoléances les plus sincères à toutes les familles russes qui ont perdu un être cher. Commençons par la théorie des Occidentaux. En effet, dès les premières infos concernant la terrible attaque à Moscou au Crocus City Hall, les médias occidentaux pointent la responsabilité de l'État islamique au Khorasan. Cette branche de l'État islamique majeure, qui est située entre l'Afghanistan et la plupart des pays d'Asie centrale, a commis un attentat sans précédent en Iran qui a fait plus de 84 morts lors de la commémoration de l'assassinat du général Soleimani, qui était un général très présent dans les services sécuritaires iraniens. Il est reproché, selon le communiqué qui a été par la suite mis en exergue par l'État islamique au Khorasan, l'imbrication entre la Russie et les régimes talibans, ainsi que l'intervention de la Russie en Syrie pour sauver le gouvernement de Bachar el-Assad. Les médias occidentaux font directement état du fait que l'Ukraine ne serait aucunement impliquée dans cette phase de la guerre. L'État ukrainien d'ailleurs, même de par la voix de Volodymyr Zelensky et par la voix de plusieurs personnes autorisées au sein de l'État ukrainien, se désolidarise de cet acte barbare. Nous avons aussi les Américains qui confirment le fait et cause qu'ils avaient émis des notes auprès de leurs citoyens, ainsi qu'auprès de la plupart des responsables russes, comme quoi il pourrait avoir une attaque en Russie, principalement à Moscou, dans les prochains jours. Très vite, la ville de Moscou a été bouclée. Très vite, la plupart des axes routiers maintenant à la sortie du territoire russe ont été bouclés. Donc les Occidentaux campent sur cette position qu'il s'agit bel et bien d'une attaque de l'État islamique qui a des comptes à régler avec la plupart des membres de l'État, l'establishment russe. Et très vite, nous avons aussi la confirmation que la plupart des assaillants, dont les 4 principaux, viennent des pays d'Asie centrale. Telle a été la thèse des Occidentaux jusqu'à présent. Et ils campent sur cette position. Qu'en est-il des Russes? Dès le lendemain, le 23 mars 2024, Vladimir Poutine fait une allocution à la télévision russe de à peu près 5 minutes où il dit clairement et net que les assaillants et tous ceux qui sont derrière cet attentat ignoble, les commanditaires, paieront quasiment de leur vie pour ce qu'ils ont fait au peuple de Russie. Immédiatement, il donne l'information comme quoi un véhicule a été appréhendé aux encablures de Briansk, qui est proche de la frontière biélorusse, mais pas très loin de la frontière ukrainienne aussi. Et il fait un rapprochement directement entre les assaillants et le régime ukrainien de Kiev. Par la suite, nous apprenons que le FSB et le gouvernement russe font état comme quoi c'est les ressortissants de cette guerre, c'est une guerre clairement, cet attentat, sont originaires des pays d'Asie centrale, principalement du Tadjikistan. Il y a aussi un Kirghiz qui a été appréhendé par la suite, qui n'est pas directement relié aux faits. Les 4 principaux assaillants de cet attentat ignoble du Crocus City Hall ont très vite été torturés. Il faut le dire, les mots tels qu'ils sont. Ils ont été torturés et présentés devant un juge à Moscou. Ils ont été mis sous détention provisoire. Le gouvernement russe continue de signifier que ces assaillants, bien qu'ils ne disent pas le gouvernement russe, qui sont directement reliés à l'État islamique au Khorasan, sont des islamistes radicalisés
qui n'ont pas pu commettre une telle infamie sans la présence ou sans l'aide des puissances occidentales ou bien ukrainiennes. Jusqu'à présent, le gouvernement ukrainien continue cette thèse. Telle est la position du gouvernement russe actuellement. Et le gouvernement russe ajoute que la sortie, que l'envie de s'échapper par le territoire ukrainien n'est pas anodine. Toutefois, cette théorie est un peu discréditée par le président Loukachenko de la Biélorussie, qui a dit pas plus tard que hier qu'en effet, ces assaillants ont avant tout essayé de fuir par la Biélorussie. Bryansk, comme je l'ai dit préalablement, est pas loin de la Biélorussie, mais qu'ils ont par la suite changé d'avis, voyant que cela est impossible, en fuyant par l'Ukraine. Et dernièrement, le gouvernement russe a très bel et bien déclaré que ces assaillants auraient été accueillis comme des héros en Ukraine. D'où l'implication de manière tacite. Vu cette position russe, quelle a été la réaction des Russes envers l'Ukraine depuis l'attentat du 22 mars? En effet, depuis l'attentat du 22 mars, nous assistons à une flopée de missiles qui sont envoyés vers l'Ukraine, dont Kiev et dans les enclavures de Kharkiv. Kharkiv actuellement, qui est une grande ville ukrainienne qui est quasiment privée d'électricité. Il y a près de 300 000 personnes qui sont privées d'électricité à Kharkiv dû aux frappes russes. On a aussi appris de par les services secrets russes, de par la communication de la défense russe aussi, que des missiles Zircon, qui sont des missiles hyper véloces, donc hypersoniques, à plus de Mach 10, donc 10 fois la vitesse du son, ont visé un QG des forces spéciales ukrainiennes et des services secrets ukrainiens. Du côté ukrainien, cela n'a pas été confirmé. Toutefois, on a dit que oui, cela a fait état, mais que l'objectif n'a pas été atteint. Du côté russe, l'objectif a été atteint. Donc, on assiste à une bataille énorme entre ces deux camps. Mais en même temps aussi, l'Ukraine a eu un gain énorme au niveau de la mer Noire en visant 2 bateaux de débarquement au niveau de la baie de Sébastopol. Toutefois, cette nouvelle est à prendre sous pincette parce qu'on sait depuis bel et bien lurette que la flotte russe de la mer Noire a été mise en quai sec au niveau de Novorossiysk pour échapper justement aux drones navals ukrainiens. En conclusion, ce qu'on peut vous dire actuellement au niveau de cette crise, de cet attentat infâme de 133 personnes qui sont décédées, que nous restons dans le flou, ainsi que sur Why Not in Africa, nous restons dans le flou. On ne saurait élaguer complètement la piste ukrainienne parce que commettre un tel attentat nécessite une telle sophistication. Oui, le gouvernement turc a déclaré dernièrement que la plupart des assaillants avaient le droit d'aller et venir entre la Turquie et la Russie sans problème, mais il ne saurait ignorer que l'un des assaillants du Crocus City Hall a combattu dans les forces ukrainiennes aussi, bien qu'étant d'origine tadjik. Il faudrait qu'on continue à investiguer là-dessus. On espère que la suite des informations nous auront raison ou pas d'ailleurs, mais sur Why Not in Africa, nous ne pouvons enlever le fait que les autorités occidentales ou bien les puissances occidentales aient pu avoir un lien avec cela. Mais ce n'est que des supputations, on attend les résultats de l'enquête. Pour l'instant, les enquêteurs russes ne souhaitent pas communiquer de manière tacite sur l'État islamique parce qu'ils disent que les enquêtes sont en cours. Toutefois, ils communiquent sur le fait que les Ukrainiens auraient pu être impliqués dans cet attentat. Ce qui révèle une dichotomie qui est très claire, ce n'est pas que c'est clairement pas quelque chose de très factuel. Nous attendons les résultats de la recherche, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est les condoléances les plus attristées pour les familles des victimes. Et une chose, le terrorisme n'est pas une chose facile. Toutefois, la France aussi a pu continuer cela parce que la France a pu élever, excusez-moi du langage, la France a pu élever le niveau d'alerte de ses forces pour pouvoir endiguer la menace terroriste en vue des Jeux Olympiques bientôt qui vont se dérouler à Paris. Ce qui montre bel et bien que les retentissements de cet attentat ignoble à Moscou sont mondiaux. On a eu des condoléances sont venues de partout pour le président russe, mais il se pourrait que le président russe va s'exprimer bientôt sur les télévisions russes, encore une nouvelle fois de plus, pour déclarer et pour faire de nouvelles révélations concernant cet attentat. Nous attendons de voir. Mais sur Why Not in Africa, nous ferons la veille médiatique et la veille informationnelle telle que nous l'avons promis. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa. Restez zen et allez de l'avant.